participer. Merci de me donner la parole. Donc, je suis Frédéric Gritter. Je suis consultant Salesforce pour m'amuser parce que c'est tellement drôle Salesforce. Depuis une bonne dizaine d'années, je suis certifié Sales Service Admin Avancé par DOT. Voilà, et donc à chaque fois que Salesforce en met, j'essaie d'en rajouter, comme vous tous. Aujourd'hui, on va parler des emails dans Salesforce. Alors, pourquoi les emails? Parce que on est tous plus ou moins spammeurs ou spammés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que depuis la naissance d'Internet, on reçoit tous énormément de mails parce que le mail est très facile à envoyer. Un courrier postal, à l'époque, ça coûtait 10 euros, enfin 10 euros de maintenant ou 10 francs, le temps de le fabriquer, etc. Et puis les mails, ça coûtait quasiment rien. Donc il a été très facile d'envoyer, d'arroser tout le monde de messages. Et puis quelqu'un qui achetait des pilules un peu bizarres ou, ou quelque chose en ligne une fois sur un million, ben, ça rentabilisait la chose. Et c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas parce que le coût des emails ne va pas devenir tellement important que ça empêchera le phénomène. Donc, le souci est le suivant, c'est que d'un côté, on est soumis au bombardement des emails et de l'autre, comme ça nous embête, eh bien, on met en œuvre des stratégies pour empêcher ça de plus en plus fortes. Et nous, en tant que développeurs dans un logiciel de CRM où on doit envoyer des emails et on doit faire en sorte que nos interlocuteurs les reçoivent, même si ça peut ressembler à des emails de sollicitation non désirés, eh bien, on est très contraint par ça. Alors, comment ça marche? Eh bien, les logiciels actuels fonctionnent à plusieurs niveaux. Les logiciels anti-spam. D'un côté, pour préserver leurs clients, les grands hébergeurs de mails comme Google, Free, Microsoft, enfin que sais-je, en général tous les faillis qui fournissent des logiciels SMTP, mettent des filtres au niveau de leur routeur ou même de leur serveur de mail qui empêchent cela. Il y a un deuxième niveau, c'est les clients de messagerie comme Thunderbird ou Outlook qui ont leur propre filtre qui vont orienter les emails qui trouvent un peu louches vers les éléments indésirables. Et puis, il y a le troisième niveau, c'est l'utilisateur lui-même. Alors maintenant, de plus en plus éduqué, où il ne clique plus à tort et à travers sur je n'ai pas sollicité ce mail et je n'en veux pas. Mais quand même, donc ça fait déjà trois grosses barrières à franchir à nos emails qui montrent patte blanche pour pouvoir faire cela. Quels sont les critères sur lesquels se basent les, les, les logiciels? Eh bien, ils scannent chaque email et ils vont lui attribuer une note selon son contenu. Est-ce qu'il contient seulement des images? Des images. Pourquoi des images? Ben parce qu'il y a 25 ans d'expérience où, au début, les filtres géraient les mots qu'il y avait dans dans le, dans le texte du message. Par exemple, de trouver une jeune femme près de chez vous, ou que sais-je, bien, pour contourner cela, les spammers ont mis des images dedans. Donc, les logiciels ne pouvaient plus lire le texte. Mais maintenant, ils se méfient. Donc, quand c'est que des images, ils refusent. S'il n'y a pas de lien des inscriptions, si le contenu de l'objet, il y a 4 points d'exclamation, il ne va pas aimer. Il y a aussi la liste du contenant. Comment sont faits les headers? Qui sont les expéditeurs? Est-ce que l'adresse IP envoie des volumes de mails par million constamment? Quel est le logiciel d'envoi qu'on repère? Est-ce que le code HTML du message est bien fait ou pas bien fait, etc., etc. Donc, est-ce que même le comportement du destinataire ou du serveur de message du destinataire, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il réagit? Eh bien, tout ça va avoir un impact et chaque message va avoir une note. Et plus cette note est faible, et bien plus on va avoir de chances que le message soit rejeté par les anti-spam. Et donc, si notre message à nous est mal fait ou ressemble à un spam, eh bien, il sera éjecté. Et l'enjeu pour nous, c'est que nos interlocuteurs, même les plus sérieux, même ceux qui veulent nos emails, eh bien, ils ne le recevront pas.
Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est, puisque c'est une conférence pour développeurs, on ne va pas examiner comment faire un bel image HTML ou comment avoir un texte qui soit attractif ou comment avoir des images qui soient intéressantes ou comment avoir un bon lien de désinscription. On va regarder qu'est-ce qui se passe dans les coulisses au niveau des serveurs, au niveau de l'acheminement des emails. Et du coup, on va voir aussi comment on va pouvoir paramétrer notre Salesforce de manière à avoir des réglages qui soient les plus efficaces possibles, de manière à ce que nos emails puissent passer. Alors, on va s'intéresser à deux éléments, le serveur SMTP et les DNS, et plus particulièrement le DNS. Alors, le SMTP, c'est Simple Mail Transfer Protocol, c'est le serveur qui s'occupe du transit des messages et du stockage. Vous êtes familier aussi avec les protocoles POP et IMAP. Comme chacun sait, dès que ça finit par P en Internet, c'est que ça veut dire protocole. Ça, c'est le client qui interroge le serveur de messagerie. Donc, c'est ce que vous utilisez avec votre Outlook ou avec votre téléphone mobile, si vous utilisez le client de messagerie de votre téléphone mobile. DNS, c'est Domain Name System, c'est à la base de tous les échanges d'Internet. Et c'est là où on va avoir, je vais faire court là-dessus parce que je pourrais en dire des heures. C'est en fait lorsque votre ordinateur dialogue avec un autre appareil, vous savez, chacun dispose d'une adresse IP pour se connecter ensemble. Donc, vous avez déjà vu ces adresses, elles sont de la forme 1.2.3, 1.2.3, 1.2.3 pour l'ancienne version 4 et sous la forme, je ne sais pas, 2001, 2.1.2.3.4, 1.2. Etc. pour la nouvelle version 6. Et le DNS est en fait une structure arborescente décentralisée. Par exemple, pour joindre le site salesforce.com depuis votre ordinateur doit interroger un serveur résolveur de nom de domaine. Et chaque fournisseur d'accès à Internet, ils en fournit un automatiquement. Ce serveur résolveur connaît les 13 serveurs racines à son lancement qui va interroger, enfin, il va en interroger un, lequel va lui envoyer l'adresse IP des serveurs faisant autorité en ce qui nous concerne pour FR, ou ceux qui font autorité en ce qui concerne .com. Les serveurs de l'AFNI qui font autorité pour FR vont à leur tour indiquer au résolveur l'adresse IP des serveurs qui font autorité pour Salesforce.fr. Je prends l'exemple .fr, bien sûr, Salesforce.fr, je ne suis même pas sûr qu'il existe d'ailleurs. Pour terminer, c'est ce dernier serveur de nom qui va fournir l'adresse IP du serveur web Salesforce.fr. Bon, donc tout ça c'est un peu compliqué, c'est pas simple et c'est comment dirais-je, organisé par l'Internet Engineering Task Force, IETF, avec ses RFC, Request for Comment. Request for Comment, ce sont des propositions, initialement, sont des propositions de normalisation sur lesquelles chacun peut travailler de manière ouverte et collaborative et qui vont petit à petit devenir des normes figées. Donc, IETF, c'est en gros c'est une association sans but lucratif avec 40 000 membres. Donc, vous pouvez y participer. Donc, c'est le rôle fédérateur qui élabore et promeut les standards Internet. Donc, les standards qui nous intéressent là, ce sont les RFC que j'ai mis sur cette slide, avec en particulier certains commentaires de Stéphane Bortsmeyer, qui est un expert de l'AFNIC, donc l'AFNIC qui gère le domaine .fr, et qui est assez pédagogique sur ces éléments. Donc, en particulier, celui qui nous intéresse, c'est celui qui concerne le Domain Name System, et les deux qui concernent le Sender Policy Framework et le Domain Case Identified Mail qui vous intéressent. Je vous ai mis aussi celui du SMTP. C'est hors du scope d'aujourd'hui, mais elle a sa place puisque je mettrai la présentation en ligne et donc vous pourrez cliquer sur les liens pour vous y référer. Donc, intéressons-nous maintenant plus particulièrement à Salesforce et survolons ce que nous dit Salesforce pour les paramètres généraux de l'aide en ligne. Alors, j'ai ça quelque part, voilà. Bon, celle-ci est en anglais. Donc, l'aide en ligne de Salesforce, elle est assez bien fichue, mais on ne va pas la parcourir. On va s'intéresser plus particulièrement pour commencer, à voilà, à un menu qui est le menu qui s'appelle
livraison. Donc, c'est dans le menu administration des emails. Donc, vous voyez que j'utilise, comme vous, probablement classique pour paramétrer, mais on a le même en Lightning, évidemment. Et dans cette page, qui est la page un peu que j'appelle rustique, quoi, c'est vraiment les paramétrages de base dans la livraison des emails. Et elle n'était pas spécialement documentée. C'est pour ça que je vais passer quelques minutes dessus. Donc, en particulier, ici, on a deux choses intéressantes, qui est la gestion des rebonds. Gestion des rebonds, en anglais, c'est bounce, qui fait que vous allez avoir, quand Salesforce, si vous activez cette partie, quand Salesforce va envoyer des messages, et que le serveur du destinataire va lui renvoyer une erreur, par exemple, la boîte est pleine, par exemple, je ne suis pas disponible, parlant du serveur, par exemple, disant, je ne connais pas ce destinataire, eh bien, selon la violence de la réponse, si c'est je ne connais pas du tout, ça n'existe pas, ou bien pour l'instant le serveur n'est pas disponible, c'est-à-dire un rebond doux ou un rebond plus dur, hard bounce ou soft bounce. Si c'est juste je ne suis pas disponible, Salesforce va rester à l'écoute, et si cet interlocuteur n'existe pas, alors va apparaître au niveau de l'adresse email du contact. Je vais prendre un exemple ici, par exemple. Ici, voilà, je vais décrire. Ici, à ce niveau-là de l'adresse, on va avoir une petite icône qui rendra cette adresse invalide. Et le bénéfice de cette adresse invalide, ça veut dire que j'aurais beau faire des campagnes et laisser ce contact dans les campagnes, eh bien, Salesforce n'enverra pas d'email à ce contact. Voilà l'élément l'intérêt du rebond. On a aussi Sender ID qui est ici, donc Sender ID qu'on déclenche avec cette coche ici et qui sert, qui est une normalisation qui n'est pas très diffusée, qui est actuellement un peu en déshérence et qui sert à comment dirais-je, dire que j'envoie des emails selon une norme qui est bien précise et qui est correcte. Donc, ça correspond à une RFC dans lequel je vous ai mis le lien, qui est maintenant passé au statut historique. Donc, le fait que ça soit au statut historique, ça veut simplement dire qu'elle est encore valide, mais qu'elle est probablement plus beaucoup utilisée. C'est une norme qui avait été fabriquée sous l'égide de Microsoft, qui l'utilise toujours et qui permet aux clients email de Microsoft de mieux accepter les messages. Un inconvénient, c'est que si je coche cette deuxième case, activer la conformité Sender ID, donc cette conformité dont je viens vous parler, eh bien, ça va avoir pour conséquence de modifier dans les logiciels clients Microsoft et pas si c'est reçu par exemple par un webmail Google ou Yahoo, etc. Eh bien, ça va changer la forme du message. Quand je décroche Sender ID, ça va faire comme si c'était moi qui envoyais le message. Et si Sender ID est coché, ça va rajouter no reply salesforce.com de la part de l'expéditeur. Donc, ça peut avoir un inconvénient parce que même si ça passe mieux les filtres anti-spam, et en particulier le filtre anti-spam du dernier des clients Microsoft, le problème, c'est que en termes de ergonomie client, c'est pas terrible, quoi. Donc voilà ce qu'on peut faire très vite avec le paramétrage de Salesforce de manière la plus rustique possible. Maintenant, on va s'intéresser à ces mots mystérieux qui sont SPF et DKIM. Donc, Sender Policy Framework, ça va dire, c'est un paramétrage qu'on va faire dans le DNS du domaine de l'expéditeur. En l'occurrence, ici, ça serait pour moi gritter.net.
sur mon domaine, et on va voir que je vais prendre des exemples sur un autre domaine que je maîtrise en ligne, on va prendre le risque. Ça va dire que Salesforce envoie un message, et si Salesforce envoie un message, en tant que moi, comme expéditeur, ça va affoler les anti-spam parce qu'ils vont dire, mais attends, c'est une intrusion typique puisque celui qui envoie le message, salesforce.com, n'est pas l'expéditeur. Et donc, en mettant dans mon DNS de l'expéditeur le fait que Salesforce est autorisé à envoyer un message, eh bien, ça va légitimer Salesforce. Le deuxième, j'en parlerai plus tard tout à l'heure, ça va nous permettre de authentifier, de relier le message envoyé directement de manière très forte au serveur du domaine. Donc, ces deux éléments vont empêcher ou vont rendre en tout cas l'usurpation d'identité beaucoup plus difficile pour les spammers, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous recevez par exemple 2 ou 3 fois le même message, achetez ceci, achetez cela, et quand vous regardez l'expéditeur, vous voyez que c'est une adresse à chaque fois différente. Ben oui, parce que les spammers ont compris qu'il n'était pas bon d'envoyer du même serveur de mail, et donc ils changent très, très fréquemment et ils s'incrustent à l'insu des propriétaires des serveurs de domaine. Ce qui fait que du coup, vous vous retrouvez avec une adresse IP de votre domaine qui est bannie ou qui a une très mauvaise note alors que vous n'avez rien fait, simplement parce qu'un spammer l'a utilisé à votre insu et a envoyé 2 ou 3 millions de messages, là où vous envoyez péniblement 1000 ou 2000 messages par mois à vos clients. Donc ces deux éléments, SPF et DKIM, vont rendre très difficile aux spammers d'utiliser votre mail. Donc ça améliore la notation. Donc ça ne va pas non plus faire énormément dans l'amélioration de la notation. Ce n'est pas ça que si vous envoyez un message avec un mauvais contenu ou avec plein de points d'exclamation dans l'objet ou avec un code HTML de débutant, ça ne va pas remonter votre note. Mais cependant, ça y participe. Donc examinons maintenant SPF et voyons comment ça fonctionne. Donc, le client de messagerie, quand il va recevoir le message venant de Salesforce.com, il va pouvoir savoir que oui, ce message, il est envoyé par Salesforce, mais il est bien autorisé par l'expéditeur. Donc, on va prendre un exemple réel. Donc, je vais utiliser, donc imaginons que je sois un employé de l'entreprise Locial et je suis administrateur du domaine locial.com. Et donc, Salesforce nous dit dans l'aide SPF, parce que ce texte-là que je dois envoyer, ok, où est-ce que je l'ai? Voilà. Donc ici, Salesforce nous dit, voilà ce que vous devrez mettre dans votre entrée DNS pour que pour que Salesforce soit reconnu en tant que serveur légitime pour envoyer des mails. Donc cet élément-là, vous ne pouvez pas l'inventer. C'est votre, comment dirais-je, c'est le serveur qui envoie le domaine ou l'administrateur qui doit vous le donner. Vous ne pouvez pas l'inventer. Notons que l'entrée dans les serveurs DNS qui s'appelaient auparavant SPF n'existe plus et qu'elle a été remplacée par une entrée simplement texte. Donc, pour nous faciliter la tâche, plutôt que de lancer la console OVH et de faire cette modification avec ma console VH qui est un peu lente, etc., on a un logiciel libre, API DNS, dont on va se servir pour faire ces modifications. Donc, on a ici si vous cliquez dans votre navigateur, et vous pouvez le faire en même temps pour le découvrir, apidns.org, vous allez cliquer sur SCI en ligne maintenant. Vous allez avoir une page d'accueil avec créer un compte et puis identifiez-vous si vous l'avez déjà utilisé. Bon, vous pouvez très bien aussi l'installer sur votre serveur, hein, le lien téléchargeable, je vous le donnerai en fin de conférence. Et vous allez tomber sur
du coup, moi, sur l'administration de cette zone qui s'appelle locial.fr et pour lequel, par exemple, ben, je vais avoir récupéré API DNS va interroger le serveur DNS et va récupérer tout son contenu. Et voilà, en particulier, tout ce que toutes les entrées de ce serveur DNS pour locial.fr. Donc, en l'occurrence, c'est le chemin que j'ai fait. J'en suis ici et je vais essayer de le faire en ligne. Donc, ici, je vais paramétrer, ici, en cliquant ici, le Sender Policy Framework. Et du coup, j'avais déjà paramétré auparavant exactement ce que m'a donné Salesforce. Salesforce me dit, indiquez dans votre entrée DNS ce texte include spf.salesforce.com. Ici, pour les SPF, juste pour information, sachez qu'on a deux cas possibles qui sont soit l'enregistrement existe déjà dans votre DNS, soit il n'existe pas. S'il n'existe pas, vous le créez sous cette forme-là, exactement, v égale spf.spf1, mx include, etc., etc. Et s'il existe déjà, vous allez incruster dans cet enregistrement une nouvelle entrée qui sera include, etc. Attention, c'est un peu subtil parce que il y a des limites sur ces entrées DNS de SPF. Évidemment, nous, en tant que Salesforce, les limites, on ne connaît que ça. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas aller au-delà de 10 requêtes. Donc, vous dites, bon, là, tout va bien, j'en ai déjà une qui était déjà imposée par le fournisseur, qui était mx.ovh.com. Puis ici, il y en a une deuxième. Ben là, en fait, il y en a trois. Puis peut-être que Salesforce.com, il va faire 2 requêtes derrière, donc ça fait 5. Donc, on peut se retrouver avec un enregistrement SPF qui ne fonctionne pas. Par ailleurs, le petit signe tilde devant all a son importance et je vous engage je ne vais pas le détailler ici parce que ça ferait la conférence trop longue. Je vous engage à regarder soit dans Wikipédia, soit dans la norme dont j'ai mis le lien et ça vous donnera tout ça. Donc, il suffit d'incruster comme on a changé l'interface là, c'est l'ancienne interface, donc d'incruster dans l'enregistrement une nouvelle entrée. Je clique sur diffuser mes changements. Il me dit voilà ce qui a changé, voilà ce qui était avant et voilà ce que vous voulez changer. J'applique les modifications et ici, il me dit en haut à gauche, bravo, votre enregistrement a été propagé, a été mis dans le serveur DNS et qui va maintenant le propager dans tout le monde entier. Ça va prendre en gros entre une demi-heure et 2 heures. Donc tout simplement, avec cette interface, vous avez pu modifier votre SPF pour qu'il devienne de la bonne manière. Donc on vient de voir là, le SPF. On va maintenant s'intéresser à DKIM. Donc DKIM, ça va donc le serveur qui va envoyer les emails va me fournir des clés publiques que je vais mettre sur mon serveur à moi, nom de domaine, qui va, lorsque Salesforce va envoyer des messages, il va les certifier avec la clé privée et le serveur du destinataire va lire le message, va voir qu'il y a une clé de certification et va aller comparer cette clé avec la clé publique qui est dans une adresse précise sur mon domaine et pas ailleurs. Et il va dire, bon, très bien, ce mail est bien ce qu'il prétend être. Et en plus, puisqu'il a été certifié, eh bien, on est certain qu'il n'a pas été modifié et qu'il n'y a pas un intrus qui s'est glissé à l'intérieur avec un lien d'hameçonnage ou etc. Donc, ça ne résout pas tout non plus, mais ça rend quand même les messages
déjà un peu plus sûr et un peu plus, comment dirais-je, un peu plus sérieux vis-à-vis du serveur du domaine, du récepteur. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc en temps réel, l'intention c'est on va mettre en place le DKIM à partir de Salesforce. Donc comment ça se passe? Là, il y a un peu de boulot au niveau de Salesforce. Ici. Et ça se passe donc dans le menu DKIM, puisque Salesforce va devoir fabriquer des clés pour moi. Donc j'en ai déjà fabriqué une pour faire des tests et je vais en fabriquer une autre pour la démonstration. Donc évidemment, moi j'ai le choix entre 1024 et 2048. On me propose, je prends le meilleur. Je vais créer un nom quelconque. Hein, je vais l'appeler par exemple conférence de Frédéric. Hein. Évidemment, je m'appelle Frédéric. Et puis, Salesforce est bien fichu là-dessus parce qu'il me dit la RFC, la norme, me permet d'avoir un serveur alternatif au cas où celui-ci serait en panne. Alors, on le fait, alternatif. Voilà, il nous le propose, on le fait. Et on dit le domaine duquel il s'agit, en l'occurrence, exemple, c'est le domaine sur lequel je suis administrateur qui s'appelle locial.fr. Et là, j'ai le choix. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux juste le domaine? Est-ce que tu veux seulement les domaines et pas la racine? Ou est-ce que tu veux le domaine et les sous-domaines? Moi, je dis seulement le domaine parce que mon domaine est si complexe pour que j'ai besoin d'avoir tous ces éléments-là. Donc, on vient de faire ici ce que je viens de dire. Donc là, j'ai parcouru les explications de domaine et domaine correspondant. Je l'enregistre. Et là, Salesforce me dit, très bien, je suis actuellement en train de publier les enregistrements de cette clé des clients dans mon DNS, dans le DNS de Salesforce. Et voilà ce que je te propose pour l'instant. Et ce n'est pas actif. On va revenir dans le détail pour voir quel est le contenu de cet élément. Donc, je vais prendre le contenu de la première que j'avais fait il y a quelques temps pour la démonstration, et il nous donne plein de choses qui sont absolument incompréhensibles. Incompréhensibles, sauf que nous, on s'en fiche, on a API DNS. Donc, ce qu'on voit ici, déjà, c'est que Salesforce nous demande de stocker ces éléments-là dans un sous-domaine de mon domaine racine. Très bien, puisqu'il nous demande, nous on est assez disciplinés, on va le faire. Donc on va ajouter un sous-domaine. Et ce sous-domaine, puisque Salesforce me le donne, eh bien, je le copie bêtement pour le créer. Et ici, je vais cliquer sur les DNS ressources et je vais créer un alias, puisque CNAME, c'est donc un alias. Et puisqu'il me donne, puisque Salesforce me dit, voilà où tu dois, quel alias tu dois prendre, eh bien très bien, je prends cet alias avec le point derrière. C'est important d'avoir le point derrière. C'est dans la norme du DNS. Voilà. Et je vais ajouter ce service. Je vais ensuite le diffuser, mais je ne vais pas le faire, bien sûr, puisque je l'ai déjà fait. Voilà ce que j'ai fait. Ici, là, j'ai créé la cible ici. Voilà. J'ai fait la même chose, ou en tout cas, je ne vais pas le faire pour la conférence pour ne pas vous agacer, mais je le fais évidemment pour l'enregistrement de ce cours. Voilà. Ensuite, j'applique les modifications, comme j'ai fait tout à l'heure. Il me dit, ah, tiens, je regarde que tu as fait des changements. Donc là, il voit que j'ai fait qu'un seul changement, vous avez compris, hein, je n'ai pas mis l'Alternet. J'applique les modifications. Tada, zone propagée avec succès. Et maintenant, je n'ai plus qu'à attendre une heure ou deux que
tous ces changements de serveurs de DNS soient diffusés par l'organisation en grappe de DNS, l'organisation hiérarchique, et soient diffusés dans tous les serveurs DNS du monde entier. Une fois que ça sera fait, on peut voir ici que j'ai cette icône, ce bouton ici, qui me permet de voir quels sont les sous-domaines. Donc, on voit que j'ai créé un nouveau sous-domaine ici dans l'ensemble de mes domaines et de mes sous-domaines. Pour finir, Salesforce, en théorie, en tout cas quand je l'ai créé, il m'a dit « je suis en train de la diffuser ». Et une fois que ça a été fait, il m'a mis ce bouton « activer » actif. Je l'ai activé et maintenant, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un enverra un message depuis cette instance Salesforce, que ce soit des emails en masse ou des emails individuels, eh bien, ils seront certifiés par le protocole DKIM. Maintenant, on va examiner un dernier point qui s'appelle des marques. Donc, des marques, ça sert à, majoritairement, on va s'en servir en termes de statistiques. Des marques, c'est une norme qui a été initiée assez récemment d'ailleurs, récemment, une dizaine d'années quand même, par les grands faiseurs comme Yahoo, Google, Microsoft, etc., pour pouvoir vérifier au niveau du serveur du destinataire. Donc là, c'est plus le serveur de l'envoi qui va bosser, c'est le serveur du destinataire qui va dire est-ce que la réponse à SPF, elle est bonne? Est-ce que la réponse à DKIM, elle est bonne? Et si elle n'est pas bonne, qu'est-ce que je fais? Donc, ça va pouvoir nous donner, nous, cette propriété des marques qui n'est pas sur tous les serveurs. On la trouve seulement sur les serveurs des grands hébergeurs, de mails. Eh bien, ils vont m'envoyer gratuitement des mails en me disant voilà ce qui s'est passé, voilà le nombre de mails qu'on a trouvé suspects, le nombre de mails qu'on a rejetés, et pourquoi, le nombre de mails qu'on a mis en quarantaine parce qu'on les a trouvés louches, ou le nombre de mails qu'on a acceptés. Donc ça, c'est très intéressant. Il n'y a malheureusement aucun effet sur la notation anti-spam, ou vraiment très faible. Donc, ça nous sert beaucoup plus à nous qu'à la notation anti-spam. Donc, on va faire encore un exemple en temps réel. Donc, ici, la norme nous dit on a 3 choix qu'on va pouvoir indiquer dans notre demande des marques à ceux qui sont équipés de ce service, aux serveurs qui sont équipés de ce service. On leur demandera si tu as des marques, alors enregistre les résultats sans action, très bien, ou alors mets-les en quarantaine tous ceux que tu trouves louches, ou bien vraiment sois très violent et ceux qui ne sont pas bons, rejette-les. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est par exemple Yahoo, d'office, lui, tous les emails qui sont louches, même si vous lui dites s'il te plaît, ne fais rien, lui, de toute façon, par défaut, il les rejettera. Donc, voilà, alors c'est assez simple, hein, c'est assez trivial, c'est juste une ligne en disant voilà des marques séparées par des virgules avec des codes assez simples. Donc ici, non, c'est ne fait rien, c'est celle qu'il y avait auparavant. Pour les sous-domaines reject, parce que moi, je ne suis pas supposé envoyer à partir de... je n'ai pas de sous-domaine pour l'envoi de mail. Ici, ERI, c'est délai d'envoi. Alors, je pense que, il me semble que 3600 secondes, c'est 1 heure. Je pense qu'en fait, moi, je les reçois tous les jours. Donc, je pense que même si je fais ça, je ne suis pas sûr que ça fasse quelque chose. Et là, je lui dis, envoie-moi un rapport à cette adresse-là, qui est celle du domaine. Donc, on peut substituer l'adresse par un nom de domaine, et si on met sur ce domaine de serveur un logiciel adéquat, eh bien, il va pouvoir interpréter et me fournir des statistiques toutes faites plutôt que je les fasse à la main. Donc, pareil, on va, et je ne vais pas le faire pour ne pas vous faire perdre du temps, mais
on a la même, comment dirais-je, le même menu. Donc, c'est des marques. Donc, on va créer des entrées et c'est là où je vais créer les entrées une par une, celles que j'ai définies, qui sont séparées par des virgules. Donc, je vous le fais court. Hein. Et ensuite, pareil, j'applique les modifications. Donc, il me montre bien que là, ça a changé. Voilà tout ce que j'ai dit. J'applique les modifications. Et voilà. On va vérifier quand même tout ça, malgré tout. Donc, AppyDNS me fournit une interrogation, non pas ici de voir la zone, c'est-à-dire la zone telle qu'il a lui, chez lui. Donc, qui pourrait être juste celle des fois d'avant que j'aurais chargée, ou celle que je suis en train de faire mais qui n'est pas encore diffusée. Non, on lui demande là de me dire qu'est-ce qui est réellement dans les serveurs de domaine. Eh bien, il me dit, parfait, voilà les, comment dirais-je, les champs SPF, et il voit que là, puisque j'ai réinitialisé mon domaine pour faire la démonstration aujourd'hui, ben, il voit que je n'ai pas d'entrée des marques, alors que il y a encore 3 heures, j'avais cette entrée des marques que je viens de vous montrer. On a aussi un outil dans Salesforce de test de la livraison qui se trouve au niveau de la livraison de mail, tester la livraison. Donc c'est utile aussi. Et ça va me servir si je mets l'adresse qui va bien. À laquelle je veux recevoir les messages. Et Salesforce va envoyer des messages entre 2 et 10 selon différentes adresses IP et qui va me permettre de savoir comment sont reçus les messages, s'ils passent bien et si mes SPF et DKIM sont correctement paramétrés. Dernier point que nous propose Salesforce, c'est le relais de messagerie, email relais. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, au lieu que ça soit le contraire, c'est-à-dire que ça va Salesforce qui envoie tous mes mails, Salesforce va dire, eh bien, tous les mails que je dois envoyer, je vais les envoyer directement à partir de votre serveur. En l'occurrence, ce serait le serveur locial.fr. Donc, au lieu d'envoyer à partir de salesforce.com, eh bien, j'aurai plus de problème parce que, du coup, au lieu que ce soit Salesforce qui les envoie, il va les envoyer à travers le serveur du nom de domaine. Alors, l'intérêt, c'est que, du coup, tous les emails vont être envoyés par le serveur SMTP, par exemple, de sociétégénérale.fr ou bnpparibas.fr, etc. Donc, pour les gens de la finance, c'est assez important. C'est une bonne valeur parce que eux, ils ont besoin d'avoir un stockage, d'avoir une preuve de tous les emails qui ont été envoyés et reçus. Alors, on a aussi le email compliance qui fait que dans Salesforce, Salesforce va envoyer une copie de tous les emails qu'il envoie à une adresse qu'on lui a donnée, mais du coup, c'est juste un envoi en même temps et ce n'est pas un envoi direct. Les emails qui sont envoyés depuis Salesforce, évidemment, puisqu'ils sont envoyés par le serveur SMTP, ils vont se retrouver dans le répertoire éléments envoyés du client messagerie de la personne qui l'a envoyé à travers Salesforce, donc ça peut être pratique. Et enfin, on est sûr qu'il n'y a pas d'usurpation d'identité, puisque du coup, c'est envoyé par le serveur. Le problème, c'est que c'est quand même pas simple à mettre en œuvre. C'est une intégration, mine de rien, parce que on va avoir les mêmes problèmes que si je fais un lien avec un autre logiciel. C'est pas si simple à mettre en œuvre, c'est assez rigide et on va avoir des soucis avec les rebonds parce que du coup les rebonds vont être indiqués dans le header, vont être
vont être, je crois que c'est BCN pour bounce.salesforce.com. Et donc, du coup, quand le destinataire va renvoyer une autre adresse, il va dire, attends, c'est louche, ça vient d'un serveur, mais je le renvoie à un autre. Donc, ça ne va pas marcher. Enfin, ça va marcher, mais ça va un peu dégrader la note. Et on va se retrouver avec les limites d'envoi de Salesforce, parce que du coup, ça est autant d'appels à API, puisque c'est une intégration. Donc, comment on fait? On fait, donc c'est relais de messagerie. Donc, dans l'aide, il y a une aide qui est, en revanche, là, qui est très bien faite et qui vous prévient que ce n'est pas si simple à faire. Donc, créer un relais de messagerie, je l'ai déjà fait. Donc, je vais vous montrer les étapes de ce que j'ai fait. Donc, j'ai créé un nouveau, comment dirais-je, une nouvelle entrée. Donc, dans les ports, ce qu'il faut savoir, c'est que il m'impose certains ports. Donc, par exemple, dans le serveur qui n'était pas le mien, qui était locial.fr, je n'avais pas ces ports-là. Donc, je n'ai pas pu le faire. Ça commence déjà, les limites, ça commence déjà. Mon serveur impose une authentification. Donc, je lui ai donné ça. Voilà la propriété que je viens de vous montrer. Je dois créer en même temps un filtre, sinon Salesforce ne va pas aimer. Donc, un filtre qu'on trouve dans le même menu ici, tout à côté. Je ne sais pas pourquoi il faut ça, mais il le faut. Donc, j'ai créé, j'ai dit voilà le domaine expéditeur, j'aurais très bien pu mettre étoile pour dire si ça vient de n'importe qui, fais-le quand même, mais ça permet aussi une sécurité. Je l'ai activé et ça n'a pas marché. Donc, juste pour votre information, quand je n'ai pas su en tout cas aller jusque-là, donc le test que j'ai fait là, quand j'envoie des messages, ils sont bien envoyés correctement, mais j'ai pas été assez compétent pour les récupérer dans les éléments envoyés. Voilà, donc on a vu le paramétrage du DNS avec SPF, on l'a vu avec DKIM, on a vu comment utiliser des marques, on a vu brièvement le relais de messagerie, on a vu au début comment utiliser les fonctions basiques de paramétrage des messages de Salesforce et j'ai terminé. Donc, je vais terminer par quelques outils que je vous suggère ou que j'utilise moi-même. Donc, pour savoir si votre adresse IP est blacklistée, il y a le premier outil au début. La liste des RFC, hein, qui sont bien sûr en anglais, en langage un peu technique et puis un peu aride, mais n'empêche que c'est la règle. Donc, c'est quand même idéal. Si vous avez des soucis ou si votre enregistrement SPF ne marche pas, se plonger dedans. En général, vous trouvez les solutions. MailTester, c'est un service assez utile qui permet d'envoyer un mail et de vous renvoyer comment voit les mails partant de votre domaine. MX Toolbox aussi, ça permet de tester l'enregistrement SPF et DKIM. Et enfin, je vous suggère bien sûr API-DNS que vous pouvez télécharger ou utiliser à volonté. Et je vous encourage à contribuer. Vous êtes bienvenus, même pour dire bonjour, ça fera plaisir. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à Fabien pour les questions que vous auriez pu mettre dans le chat. Eh ben d'abord, merci beaucoup Frédéric pour la présentation. Je pense que c'était très complet. Ce sera bien aussi d'avoir des slides pour regarder certains détails parce que c'est assez dense. Mais en tout cas, c'était clair et complet. Donc merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si oui, vous pouvez les mettre dans le chat ou peut-être vous unmuter. Je ne sais pas si vous pouvez le faire vous-même. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, Thierry, je commence. Première question pour Allez, toi, vas-y. Frédéric. Tu nous mettras bien à disposition les slides. Moi, j'ai la partie DKIM qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais bien mettre en place. Et j'ai bien aimé ce que tu as présenté, donc je voudrais m'en inspirer. Donc, Avec plaisir. Et je peux même te les envoyer en direct parce que tu es sage et qu'on se connaît. Et parce que De toute façon, je pense que je les mettrai en ligne demain. Donc, avec plaisir. merci.
J'ai vu qu'il y avait un petit commentaire, je ne sais pas si tu vois Frédéric dans le chat, mais qui n'était pas Alors, une question, qui était plus une remarque par rapport à Email Relais. alors, bouge pas. Hop, dans le chat. Il faut juste que je le fasse apparaître. Voilà, le chat. Un instant. Je ferme cette fenêtre. Voilà. Alors, oui, oui. Alors, en fait, ce n'est pas une question. Je pense que ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. Le filtre email relais, oui, c'est ça, absolument. C'était quand j'avais dit que finalement, c'était une précision par rapport à ce que j'avais marqué dans ma démonstration sur le email relais. Oui, c'est tout à fait juste. Ça permet d'avoir plusieurs email relais et donc le filtrage permet d'orienter ou d'aiguiller selon les cas. Absolument. Merci beaucoup pour cette précision. Est-ce que vous avez d'autres précisions ou d'autres commentaires à faire ou d'autres critiques? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ou, A priori, Thierry a pu se démuter, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à parler ou si vous préférez, vous pouvez poser la question dans le chat si vous en avez. Oui, bonjour, Stevie. Merci pour la présentation, Frédéric. Je voudrais savoir, en cas de mass mailing, quelles sont les sécurités à faire? Parce que j'ai un client qui veut mettre en place du mass mailing, envoyer environ 1000 mails par jour à ses clients dimanche pour le premier mois. Des KIF, il faut activer eux tous pour qu'on soit sûr que ses clients reçoivent les emails et que ça ne soit pas spammé. Alors, 1000 Quels seraient tes mails, conseils? donc effectivement, c'est une bonne question. Donc, Salesforce permet d'envoyer maintenant 5000 mails par jour, autant que je me souvienne. Corrigez-moi si je me trompe ou si cette gouverneur limite a changé. Auparavant, c'était 1000, maintenant c'est 5000. Donc, pour 1000, de toute façon, vous n'aurez pas de souci. Déjà, même sans rien, ça passera. Si vous les faites tous les jours, effectivement, ça serait mieux de mettre en place le SPF et des KIM. De toute façon, ça ne mange pas de pain. Et je dis qu'à mon avis, c'est toujours mieux de le mettre. Tout ça, ce n'est pas obligatoire. C'est un plus. C'est un plus et c'est une sécurité qui ça montre aussi votre professionnalisme par rapport à votre client et comment vous managez comment vous gérez votre Salesforce. Bon, évidemment, il y a des clients qui n'ont pas d'argent ou qui savent pas ou qui ne se rendent pas compte de ce que vous pouvez leur apporter. Ben, dommage. Hein. Cependant, vous avez vu que c'était assez vite, en une demi-journée, une journée, un peu. Il faut se pencher un peu sur l'administration du serveur, de son serveur de domaine ou de ses serveurs de domaine, et vous pouvez le faire. Maintenant, pour les emails en masse, même si vous cochez dans les éléments de livraison, ça suffira bien, mais de toute façon, 1000 mails, ça passera tranquillement. Hein. Merci. Les 1000 mails, en fait, c'est le governor limite sur les SAMI, c'est de partager aussi avec les envois d'emails par Apex. Alors, je vois une autre question sur le chat qui dit, juste pour savoir, vous utilisez toujours Classique au quotidien? Alors, c'est François Martinez, oui, parce que quand Salesforce a lancé Classique et puis Classique Experience, et c'était assez régressif, donc on a eu des soucis chez les clients, on était obligé de revenir à Classique. Donc, en tout cas, pour les paramétrages, en général, je trouve que c'est plus rapide. Et on est en train de passer, enfin, moi, je suis en train de passer mes clients seulement maintenant à Lightning parce qu'on commence à avoir des régressions qui ont été traitées. Donc, on a de moins en moins de régressions de classique à Lightning et on commence à avoir quelques petits bénéfices. Donc, et en tout cas, pour les paramétrages, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que classique, se balader dans le menu. On n'est pas, je trouve que c'est. Donc voilà, mais je ne veux pas non plus. Voilà. Et je vois qu'il y en a d'autres qui disent oui aussi. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit très politiquement correct vis-à-vis de Salesforce, mais bon. Voilà. Autre question, si on utilise Einstein Activity Capture, on est bien d'accord que les mails envoyés par l'utilisateur passent par l'API Google ou MuleSoft? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Très bonne question de François Martinez. Et je ne sais pas du tout. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à ça? Ah, pardon. Pardon. C'est Microsoft. Merci. Donc, je ne sais pas.
par Google et Microsoft. Quelqu'un pourrait... Fabien, est-ce que tu as une idée là-dessus, toi? Ou Thierry, est-ce que vous avez des idées là-dessus? Moi, je pense que oui, parce que je pense que c'est pas vraiment lié, parce qu'Einstein Activity Capture, c'est plus. Toi, ce que tu as présenté, c'est comment envoyer les emails depuis Salesforce. Alors qu'Einstein Activity Capture, justement, on le connecte à notre outil existant, donc Google ou Microsoft, et il va charger de rapatrier ces mails et les associer au record correspondant pour dire bah, j'ai envoyé un mail et du coup, il est attaché au contact Frédéric. Donc, c'est pas vraiment la gestion d'envoi des emails, en fait, c'est plus comment récupérer des mails qui ont été envoyés dans Google ou dans Microsoft, enfin Outlook, et comment les associer à des records existants. Donc, c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas vraiment la même problématique que ce que tu présentes ici. D'accord. Ça me paraît une réponse tout à fait cohérente. J'espère qu'elle plaît à François. En tout cas, à ce stade, on n'a pas mieux. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires à faire Il y avant a que je une autre fasse le question là, striptease? dans le chat. Est-ce que les anti-spammers se basent plutôt sur l'adresse IP d'envoi ou le domaine d'envoi lors de leurs analyses? C'est où la question? Alors, ils se basent. Alors, les anti-spammers, c'est une cuisine qui change tout le temps et je ne sais pas répondre à cette question-là. Je ne sais pas répondre. C'est un des critères. C'est un des critères, mais je ne sais pas vraiment si on peut. Je sais que l'adresse IP compte. Je ne sais pas si le nom de domaine joue C'était un un peu rôle. des deux, hein. Probablement. Probablement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je crois que quelqu'un avait commencé à parler tout à l'heure, non, peut-être? Ou est-ce qu'on a fait le tour des questions? Ben, si on a fait le tour, merci Fabien de ton invitation. Merci de votre animation, Mohamed et toi, du développeur groupe dont j'ai participé aux premières séances. Donc, maintenant, ça commence à être une longue vie. Merci à tous Oui. les participants qui ont bravé la neige et le vent pour venir déguster les pizzas. Ah non, finalement, tout le monde est dans son lit avec la couette dessus. Et d'accord. Bon, bah, merci en tout cas de votre Ça sera pour la présence. prochaine fois. Merci à toi, merci beaucoup. Et puis, bonne soirée, à bientôt alors. À bientôt. Encore Merci merci tout le monde. Frédéric. Au Bientôt. revoir. Merci, bonne soirée. À Bonne très bientôt. soirée. Salut.